Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver. Commençons avec les titres de l'actualité de ce mardi 6 janvier. Le président de la République a reçu l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique en Algérie, Elisabeth Moore-Aubin, qui lui a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et des Transports a présenté un exposé sur le texte de loi portant code de la route devant la commission de l'équipement et du développement local du Conseil de la Nation. Ce texte de loi vient répondre à une réalité routière préoccupante. Les chiffres sont alarmants, plus de 4000 morts et plusieurs dizaines de milliers de blessés en 2025. Économie avec le deuxième salon international de l'investissement dans l'agriculture saharienne tenu à Ouargla. Un rendez-vous ouvrant de nouvelles perspectives pour la promotion des produits agricoles et agroalimentaires algériens. On revient également dans ce journal sur les réactions des commerçants à l'annulation par la Banque d'Algérie de sa décision d'interdire le cash sur les comptes commerciaux. Simplifier les démarches pour les retraités et réduire leurs déplacements aux agences, c'est le but escompté du lancement par la CNR de la plateforme Taqaoudi, une application mobile qui permet d'accéder à de nombreux services en ligne au grand bonheur des retraités. Sport football, Cannes 2025, le suspense est à son comble. Le match entre l'Algérie et la République démocratique du Congo se poursuit actuellement en prolongation après un temps réglementaire très disputé. Les deux sélections sont toujours à égalité et jouent leur qualification dans ces minutes décisives. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu aujourd'hui l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique en Algérie, Elisabeth Moore-Aubin, qui lui a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Boualem Boualem, et du conseiller auprès du président de la République chargé des affaires diplomatiques, Ammar Abba. Coopération, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a reçu ce mardi la directrice générale de l'Organisation internationale pour les migrations, l'OM, Amy Pop, qui effectue une visite officielle en Algérie. Les deux parties ont examiné les différents volets de relations de coopération entre l'Algérie et l'OM et discuté des moyens de les renforcer afin d'assurer une prise en charge efficace des divers défis liés au dossier migratoire. Au nom du président de la République et au nom de l'Algérie, gouvernement et peuple, le ministre des Moudjahidines et des ayants droit, Abdelmalek Tachrift, a signé ce mardi le registre des condoléances à l'ambassade de la République populaire du Bangladesh, et ce suite au décès de l'ancienne première ministre. Nous lisions en titre Conseil de la Nation. La commission de l'équipement du développement local du Conseil a auditionné ce mardi le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et des Transports, Saïd Saïoud, qui a présenté un exposé sur le texte de loi portant code de la route. Le texte prévoit le renforcement de la sécurité routière en combinant prévention et mesures coercitives. Je vous invite à écouter le ministre de l'Intérieur. Le projet de loi s'inscrit dans le cadre du renforcement de l'arsenal juridique en matière de sécurité routière, avec pour objectif de définir et d'organiser les règles de circulation sur les routes, tout en garantissant la sécurité et la protection des usagers. Il vise à consolider les mécanismes de gestion et les procédures susceptibles de mettre fin au phénomène de l'insécurité routière et de créer un environnement de circulation sûr. Il prend en compte également le traitement de l'ensemble des facteurs à l'origine des accidents de la route dans une approche globale axée sur la prévention, la régulation et la responsabilisation. Avec des mesures coercitives et préventives, ce texte de loi vient justement répondre à une réalité routière préoccupante. Avec des routes devenues des hécatombes, chez nous, les chiffres sont alarmants. Plus de 4000 morts et plusieurs dizaines de milliers de blessés en 2025. Au cours des dernières 48 heures, seulement 7 personnes ont péri et 416 autres ont été blessées à travers le pays. C'est le compte-rendu de Meïssa Bouel. Les routes algériennes continuent de faire des victimes. Dès les premiers jours de l'année 2026, on dénombre déjà plusieurs morts à travers le territoire national.
En l'espace de ces dernières 24 heures, 4 personnes ont perdu la vie et 189 autres ont été blessées. Un début d'année, hélas, préoccupant, qui prolonge une tendance lourde héritée de 2025. Selon les autorités compétentes, le bilan est particulièrement alarmant. Les chiffres officiels font état de 25 538 accidents recensés à l'échelle nationale qui ont causé la mort de 3 571 personnes et 34 953 blessés. Par rapport à 2024, la situation s'est donc considérablement aggravée. En 2025, l'on a enregistré une hausse de 2,86% des accidents de la route. Le nombre des blessés a donc augmenté de 4,22% et 1,95% pour les décès. Les services de secours, eux, ont réalisé près de 1,2 million d'interventions durant 2025. Face à cette hécatombe, la sécurité routière s'impose désormais comme une priorité nationale. Le projet de loi relatif à la circulation routière s'inscrit dans cette dynamique en misant sur une approche combinant prévention, sensibilisation et dissuasion, afin d'ancrer une culture de responsabilité sur nos routes. Pour rappel, le texte reste ouvert à l'enrichissement, à la lumière des observations et des propositions formulées. Justement, une réunion de concertation s'est récemment tenue entre les partenaires sociaux et les représentants du ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et des transports. Une approche participative saluée par les professionnels qui appellent à conjuguer fermeté des sanctions et protection des droits tout en mettant l'accent sur la prévention. La société civile a pour sa part souligné l'urgence de sécuriser les routes algériennes via de meilleures infrastructures, des contrôles renforcés et le développement d'outils numériques. En prévision de la mise en œuvre du service du méga projet de la mine de Garage Biled, qui nécessitera de gros moyens pour le transport du minerai de fer vers le nord, d'importants travaux de maintenance du matériel ferroviaire sont engagés à Mascara. De jeunes compétences sont également formées dans le cadre de l'accompagnement de ce projet stratégique, nous dit El Chir dans ce papier. Dans les ateliers de Mohammedia à Maskar, des opérations de maintenance et de réhabilitation sont en cours sur les locomotives et les wagons destinés au transport du minerai de fer dans le cadre de l'accompagnement du projet stratégique de la ligne ferroviaire de Garage Biled. Ces travaux s'inscrivent dans une dynamique de complémentarité entre l'expertise technique et les exigences du transport minier lourd, afin d'assurer la disponibilité du matériel ferroviaire et de garantir un acheminement efficace et continu du minerai. Au total, 120 wagons destinés au transport de minerai de fer depuis Garage Biled à Betiwa Oran. Actuellement, nous en sommes à la 10e locomotive parmi les 20 prévues pour rénovation. Les opérations de réhabilitation et de modernisation sont réalisées au niveau de l'atelier de Mohammedia. Les locomotives sont équipées de systèmes modernes de surveillance technique et de contrôle permettant d'améliorer les performances de traction et d'assurer un niveau élevé de sécurité, notamment grâce au dispositif EM2000. La particularité de ces wagons, c'est qu'ils disposent de déchargement automatique et pneumatique grâce à un mécanisme de pression d'air. Chaque locomotive supporte des charges de 42 tonnes. Parallèlement aux opérations de maintenance et de réhabilitation, ces ateliers accueillent également des programmes de formation au profit des jeunes intégrés au projet de Garage Biled, afin de leur fournir les compétences et les qualifications nécessaires au maintien du projet sur le long terme. C'est une grande responsabilité. Nous sommes la première promotion au niveau de Tindouf et de Garage Biled. On espère être à la hauteur. On a passé un concours. Après avoir réussi, on a rejoint cette formation. Nous confier un projet aussi important est un grand honneur et une preuve de confiance. Nous sommes heureux de contribuer au développement du pays. Avec tous ces efforts déployés et les moyens mis à disposition, les pouvoirs publics illustrent leur forte volonté d'investir sur les ressources et les compétences locales, dans une vision stratégique à long terme dans le secteur des industries lourdes et du transport ferroviaire. À Ouargla, le Salon international de l'investissement dans l'agriculture saharienne ouvre de nouvelles perspectives pour la promotion des produits agricoles et agroalimentaires au niveau national et international. Un espace privilégié qui vise à faire connaître ces produits, nous dit Sami Dakhli dans ce papier. Regardez.
Venus des quatre coins du pays et même de l'étranger comme la Tunisie, la Turquie, l'Espagne ou encore les Pays-Bas. Quelques 70 opérateurs économiques publics et privés ont pris part à la deuxième édition du Salon international de l'investissement dans l'agriculture saharienne qui se tient à Ouergla. Certains d'entre eux comptent même investir dans cette wilaya qui constitue un nouveau pôle d'investissement agricole, notamment en matière de culture stratégique. باش نقصوا l'importation de la matière première ونديروا la betterave sucrière. Mais à part la betterave sucrière, on va faire aussi tout ce qui est blé, maïs, l'agriculture, les légumineux. Il y a une forte affluence de grandes entreprises, d'agriculteurs et de grands investisseurs. Nous espérons que la qualité algérienne séduira les agriculteurs au même titre que les produits importés, car nous avons les compétences. Cette manifestation économique constitue une plateforme d'échange de vues et d'expertise. Elle offre également aux opérateurs économiques la possibilité de tisser des partenariats et d'accéder à de nouveaux marchés. À travers notre participation à ce salon, nous espérons conquérir de nouveaux marchés, qu'il s'agisse du marché national ou africain. Car avec l'ouverture de postes frontaliers avec les pays africains, ces derniers représentent pour nous de potentiels marchés. Nous produisons des sacs en jute, il s'agit d'une matière durable, et nous œuvrons à en généraliser l'usage ici en Algérie. Nous avons conclu un accord avec lui pour ces produits et nous souhaitons étendre cet accord à Ouergla, Tougourt, El Mghir et tout le sud-est. L'idée est de créer des points de vente qui bénéficient à la fois aux agriculteurs, aux producteurs et aux exportateurs. Ce rendez-vous économique place l'agriculture saharienne au cœur du développement et de la sécurité alimentaire du pays. Dans une nouvelle initiative visant à renforcer le partenariat algéro-britannique, l'ambassade d'Algérie à Londres a abrité un forum réunissant diplomates, experts et partenaires des deux pays, placé sous le thème « Connecter l'agriculture algérienne à l'innovation britannique ». À cette occasion, l'Algérie a réaffirmé sa détermination à consolider sa sécurité alimentaire à travers le développement d'un secteur agricole moderne, invitant les entreprises britanniques à investir dans les domaines de la transformation agroalimentaire, de la numérisation et de l'irrigation intelligente, notamment dans le Grand Sud. La rencontre a été marquée par ailleurs par la présentation d'une variété de produits agricoles algériens. Nous en parlions en titre, l'annulation de la Banque d'Algérie de sa décision d'interdire les versements en espèces sur les comptes commerciaux est venue soulager les nombreux commerçants fortement dépendants des transactions liquides. La banque a par ailleurs fixé de nouvelles conditions pour l'utilisation du cash, nous dit Walid Benouis dans ce reportage. Regardez. Dès fin décembre, dans le cadre de la modernisation des moyens de paiement, la décision controversée de la Banque d'Algérie interdisant les versements en espèces dans les comptes commerciaux a été annulée. Face aux contraintes pratiques et à la réalité du terrain, la Banque des banques est revenue sur sa décision autorisant de fait l'alimentation des comptes commerciaux par les moyens de paiement scripturaux ou par versement d'espèces, au grand soulagement des commerçants fortement dépendants des transactions en liquide. C'est une bonne décision qui va aider les commerçants. Elle aide aussi à entretenir la confiance entre les commerçants et les fournisseurs, car nos transactions sont principalement faites en espèces. C'est une bonne chose que cette décision a été annulée, car cette directive nous pénalisait, nous, en tant que commerçants, car la majorité des citoyens utilisent le cash. Cette directive n'était pas en faveur des commerçants, car ici, toutes les transactions se font par espèces. Le cash demeure pour de nombreux commerçants un moyen incontournable pour assurer la continuité des activités et des échanges. On aimerait que les choses se passent aussi facilement qu'avant, qu'on puisse payer et récupérer notre marchandise directement en toute stabilité. Si certains commerçants restent réticents quant à l'utilisation des moyens de paiement électroniques, d'autres n'y voient aucun inconvénient à condition que les choses se fassent graduellement. Si nous avions reçu ces directives à l'avance, on aurait pu prendre nos dispositions. Quelques mois auraient suffi à nous préparer. La décision était bonne, mais elle doit être appliquée au fur et à mesure. Ça nous fait plaisir que le président de la République ait annulé cette décision. En optant pour plus de souplesse, les autorités privilégient une approche plus progressive, tenant compte des réalités économiques et sociales. Une démarche qui vise à accompagner le commerçant tout en préparant à terme
une modernisation durable du système de paiement. Et dans le but de simplifier les démarches pour les retraités et réduire leurs déplacements physiques aux agences, la Caisse nationale des retraités CNR mise sur la proximité et lance Taqaoudi, une application mobile qui permet d'accéder à de nombreux services numériques comme la certification du certificat de vie via reconnaissance faciale, la demande d'équipements médicaux ou encore la réservation de billets électroniques. Plus de détails avec Anishir. Un simple clic et l'aide arrive directement chez soi. Avec Taqaoudi et l'espace du retraité, la Caisse nationale des retraites change le quotidien de milliers de personnes en misant sur la proximité. Besoin d'un fauteuil roulant ou d'un dispositif médical, les demandes peuvent être formulées directement depuis le domicile. Les retraités peuvent également solliciter une prise en charge sociale ou l'intervention d'un assistant social. J'ai fait une demande, elle a été acceptée et on me l'a même livrée à la maison. Maintenant, j'ai tout ce dont j'ai besoin. J'ai fait une demande, elle a été acceptée et on me l'a même livrée à la maison. Maintenant, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Pensez avant tout pour les personnes âgées et à mobilité réduite, ces services facilitent aussi le contact avec les services de la Caisse nationale des retraites, permettant aux retraités d'exprimer leurs besoins, de suivre leurs demandes et de bénéficier d'un accompagnement personnalisé loin des longues files d'attente et des déplacements pénibles. Le service d'aide sociale à domicile constitue un service public numérique qui met l'accent sur la dimension humaine. Il est mis en place afin d'améliorer la prise en charge sociale des retraités et des ayants droit à travers un accompagnement de proximité afin d'accéder aux différents équipements et services médicaux proposés. Autre atout majeur, la reconnaissance faciale qui fait office de certificat de vie. Autant de services qui apportent une aide au quotidien et une nouvelle façon de vivre sa retraite avec plus de sérénité. La Caisse nationale des retraites place donc l'humain au cœur de ses priorités, conciliant modernisation administrative et attention portée aux besoins essentiels en matière de santé des retraités. À l'étranger, à Londres, l'ambassade de Palestine a été inaugurée plus de 3 mois après que le Royaume-Uni ait reconnu l'État de Palestine. L'ambassadeur palestinien Houssam Zomlot a qualifié cet événement de reconnaissance du droit inaliénable du peuple palestinien à établir un État souverain. Il a également formulé le vœu de voir Al-Quds comme capitale de la Palestine et voir enfin les réfugiés palestiniens retourner à leur pays. Et justement, la situation au Proche-Orient reste précaire avec un cessez-le-feu violé constamment par l'armée d'occupation sioniste à Gaza. Ce matin encore, un Palestinien est tombé en martyr sous les balles des forces d'occupation à Khan Younes, dans le sud de l'enclave. Sur le volet humanitaire, l'association de la presse étrangère à Al-Quds occupée a exprimé ce mardi sa profonde déception face à la dernière décision de l'entité sioniste de leur interdire tout accès à la bande de Gaza. Une décision condamnée par plus de 40 organisations de défense des droits humains, y voyant une escalade grave qui s'inscrit dans la poursuite des politiques menées contre la population palestinienne. Et au Maroc, les sinistrés du séisme d'Al Haouz en attente toujours d'être pris en charge plus de 3 ans après le drame qui les a frappés. De nombreuses familles demeurent sans logement en proie au froid de l'hiver. Une précarité persistante qui met en évidence la négligence et l'incapacité du Marsan à répondre aux revendications de la population. Sami Darli. Des tentes délabrées, laissant passer le froid et la pluie. La misère dans laquelle est plongée la population marocaine n'est plus à démontrer. Jour après jour, année après année, la souffrance persiste et les conditions de vie se détériorent de plus en plus. Abandonnés, les sinistrés de la province d'El Haouz continuent à dénoncer leur quotidien car depuis le tremblement de terre d'il y a 3 ans, ils sont encore sans toit. Les autorités locales n'ont même pas daigné de leur trouver des abris, ne serait-ce pour affronter la rudesse de l'hiver. C'est la réalité d'Al Haouz. Aujourd'hui, des familles vivent encore sous les tentes dans des conditions très difficiles. Nous souffrons, les habitants d'Al Haouz sont marginalisés et oubliés. Nous vivions dans l'injustice et l'abandon. Voilà la situation dans laquelle nous vivons. Depuis le séisme, nous vivons dans ces conditions précaires, sans stabilité ni sécurité. Les pluies et chutes de neige abondantes ne font que révéler l'ampleur du drame. Un échec flagrant de la gestion gouvernementale du Marzen, incapable jusqu'à aujourd'hui de reconstruire les zones sinistrées.
Avec la pluie et le froid, je n'ai nulle part où aller. Je vis dehors. Je veux récupérer ma maison, mon droit et mes enfants. Pendant que le Makhzen projette une image illusoire à travers des festivals aux lumières artificielles, les villages oubliés sombrent dans la pauvreté et l'obscurité. Et on termine avec du sport football. Après la fin de la première mi-temps des prolongations, l'Algérie et la RDC n'ont pas réussi à se départager. Aucune des deux équipes n'ayant trouvé la route des filets. Durant la deuxième mi-temps, le suspense est à son comble. Les protégés de Petkovic continuent cependant en ces dernières minutes de mouiller leur maillot pour décrocher leur qualification en quart de finale. Et voilà qui termine ce journal. Le match est toujours en cours. Excellente suite des programmes sur notre chaîne. Je vous retrouve demain à 19h. Au revoir.